que si nous ne sommes pas capables de bâtir l'Union européenne, et je pense qu'aucun pays plus que la France ne peut être un moteur pour cela, pas la France toute seule, mais un moteur pour cela, si nous ne sommes pas capables de bâtir cette Union européenne, dans les grands antagonismes actuels, dans le retour et la folie des empires, c'est pour moi, pour l'ancien directeur de l'école de guerre que je suis, il y a 4 grandes causes, 4 de risques de conflit dans le monde. Le premier, c'est le retour à la folie des empires, ou pour le moins des États-nations. Et vous voyez bien que, même si c'est fini, mais l'Amérique de Trump, c'est pas fini, et c'est pour un long moment encore la Chine de Xi Jinping, la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, vous rajoutez à ça le Brésil de Bolsonaro, vous voyez bien que, waouh, c'est pas gagné, hein, la paix et l'équilibre du monde. S'il n'y a pas la capacité à faire émerger une Union européenne qui, elle, pour des tas de raisons, parce que c'est son histoire, hein, peut faire comprendre au monde qu'il y a d'autres visions. Le drame, je reviendrai ensuite sur les 3 autres causes de conflit, le drame, et je suis sidéré que ça ne soit pas plus compris, c'est que le monde est régi par ce qu'on appelle, les gens l'oublient aujourd'hui, mais c'est dommage, on devrait tous relire Thucydide, il en parle très bien, le dialogue mélien. Qu'est-ce que c'est que le dialogue mélien ? Le dialogue mélien, c'est cette histoire dans la Grèce antique, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes prend le leadership et le pouvoir dans la Grèce à la fin des guerres médiques, hein, ce qui se termine. Les guerres médiques, c'est les guerres entre la Grèce et les Perses. À la fin des guerres médiques, en 480 avant Jésus-Christ, grâce à la bataille navale de Salamine, la Grèce bat définitivement les Perses. Et ça se fait sous l'égide et sous le leadership d'Athènes. Et Athènes a utilisé, pour cela, pour fédérer les cités grecques, quelque chose qui s'appelle la Ligue de Délos. En 480, la guerre contre les Perses est terminée. Mais la Ligue de Délos perdure parce que Athènes l'utilise comme un outil pour assurer son pouvoir sur la guerre. C'est d'ailleurs fascinant de regarder le parallèle entre... Exactement, entre Athènes et la Ligue de Délos, les États-Unis et l'OTAN, les Perses dont la menace a disparu, l'Union soviétique dont la menace a disparu. C'est vraiment absolument fascinant. Il se trouve que cette Ligue de Délos permet à Athènes de régner sur la Grèce pendant à peu près 70 ans. Puis au bout de 70 ans, les autres cités grecques, et en particulier Sparte, en ont marre. C'est le début de ce que Thucydide raconte dans ses guerres du Péloponnèse, donc c'est le début de la guerre du Péloponnèse. Et il y a un épisode tout à fait fascinant, et c'est là que je voulais en venir de cette guerre du Péloponnèse, qu'on s'appelle le dialogue mélien, c'est que Mélos, c'est une petite île de la mer Égée, à l'est de Sparte, un peu plus près d'Athènes d'ailleurs, au sud-est d'Athènes, et les Méliens, évidemment, Thucydide ne le dit pas, mais Mélos est du côté de Sparte. Donc Athènes débarque et dit à Mélos, il faut que vous payiez un tribut. Parce que dans la Ligue de Délos, soit vous donniez des troupes, on retrouve l'OTAN, hein, soit vous payez un tribut. C'est le tribut que la plupart des pays européens aujourd'hui payent aux États-Unis via l'OTAN pour soi-disant assurer leur sécurité, alors que c'est pas absolument certain que les États-Unis ça les intéresse toujours. Enfin bref, revenons à la Ligue de Délos et à l'ordre mélien. Et donc Mélos répond à Athènes, non, on ne veut pas payer notre tribut. D'abord, nous sommes une petite cité neutre et pacifique. C'est pas vrai, en fait, ils ne sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte. Mais ils disent, nous sommes neutres, nous sommes pacifiques, et nous en appelons au sens de la justice d'Athènes. Et Athènes répond, il n'y a pas de justice entre puissances inégales. Athènes assiège la cité. La femme force sa reddition, tue tous les hommes et réduit femmes et enfants à l'esclavage. Et Athènes dit bien, il n'y a pas de justice dans le raisonnement des hommes lorsque les puissances en jeu ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, les forts dictent leurs lois et les faibles leur obéissent. L'ordre du monde est régi par le dialogue mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. L'ordre mélien, c'est l'ordre du monde. Je vais même vous donner une anecdote plus récente, mais qui est beaucoup plus qu'une anecdote dont je suis sidéré qu'elle ne soit pas plus connue, qui prouve à quel point ça n'a pas changé. Davos, 1997. Davos, hein, pas Porto Alegre ou Bombay, José Bové et ses potes altermondialistes. Davos, la Mecque de la bien-pensance, de l'économie occidentale, aisée, riche. Davos 1987 se termine sur une table ronde, tour de table, où on demande à
un représentant des 5 continents de répondre à la question suivante: à qui appartiendra le XXIe siècle? Le premier à répondre, parce qu'on tire au sort, répond pour les États-Unis, c'est un jeune économiste déjà très connu qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui dit, bon, le XXe siècle se termine, il se termine sur la toute-puissance des États-Unis. Alors il développe ça plus longuement que je vais le faire maintenant, mais il dit, je vois pas pourquoi ça changerait. Et donc, pronostique-t-il, le XXIe siècle appartiendra aux États-Unis. Pas de réaction de la salle, pas de réaction du Congrès. Le deuxième qui parle pour l'Asie. C'est aussi, j'ai oublié son nom, un jeune économiste qui est le ministre de l'économie de l'Inde de l'époque. Un garçon qui a fait ses études à Oxford ou à Boston. Et il dit, et il développe ça, je ne suis pas d'accord, il suffit d'ailleurs de regarder la taille des tours de Hong Kong ou de Shanghai qui aujourd'hui sont plus hautes que celles de Manhattan. Enfin bref, il fait tout un développement et il explique que c'est à l'Asie qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez la partie de la salle un peu plus jaune de figure de peau que les autres qui applaudit avec la réserve et la mesure habituelle de ces pays asiatiques. Le troisième qui parle est blanc, mais il parle pour l'Afrique. C'est un colosse sud-africain, qui est le ministre, là aussi j'ai oublié son nom, mais de l'économie de l'Afrique du Sud de l'époque. Et pareil, il dit, je suis pas d'accord, c'est pas vrai, ok, en Afrique pour l'instant, c'est un peu la pagaille, les grands lacs sont à feu à sang, on a le sida, mais tout ça, on va finir par le résoudre, puis ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Et donc lui aussi, il explique que c'est à l'Afrique qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez toute la partie la plus sombre de la salle qui applaudit avec, là aussi, l'enthousiasme et la chaleur que nos amis africains peuvent avoir et savent manifester. Le quatrième qui parle pour l'Amérique du Sud. C'est pas les anneaux exactement des Olympiques, mais il se trouve que... Et de la même manière, il dit, ok, c'est un peu la pagaille chez nous, il y a de la corruption, la situation économique est pas top, mais la partie la plus importante du monde, c'est les Amériques. La partie qui a le plus de vitalité dans les Amériques, c'est l'Amérique du Sud. Et donc lui aussi, il démontre et il dit que c'est à l'Amérique du Sud qu'appartiendra le XXIe. Le cinquième qui parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les 4 autres ballots que c'est à mon continent que... Et, bon, puis son tour arrive et il faut qu'il se lance. Alors il dit 2 choses. Il dit bon, le XXe siècle vient de se terminer, nous les Européens, on n'en est pas très fiers, parce qu'on a légué au monde 2 guerres épouvantables. Mais néanmoins, il y a 2 choses dont nous sommes fiers, nous, Européens. La première, c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie, il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique, et on a offert ça au monde, et ça, on en est plutôt fiers. Et puis, il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers, c'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, entre ces pays qui sont entre-déchirés pendant des décennies, voire même des siècles, quelque chose d'intéressant, c'est l'Union européenne. C'est l'idée que le jeu n'est pas une somme, le monde n'est pas un jeu à somme nulle, mais on peut tous s'en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le XXIe siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent, mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien, qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston, reprend la parole et lui dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Le XXIe siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang où nous viendrons vous écraser parce que vous n'êtes que des Occidentaux décadents. » Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997.